Au cœur de l'Europe, dans un lieu marqué par la cruauté et la mort tout au long de l'histoire, se trouve un site dont le simple nom fait frissonner, Auschwitz. À l'intérieur des blocs et des baraquements de ce camp, s'est déployée une horreur systématique qui ne cherchait pas seulement à détruire les corps, mais aussi les âmes. Peut-être le plus cruel de ces lieux fut le bloc 10, tristement célèbre pour son utilisation dans des expériences médicales. Le bloc 10 était un bâtiment en briques où des médecins nazis, parmi lesquels Joseph Mengele, Karl Klauberg et Horst Schumann, menaient des expériences épouvantables sur les prisonniers, principalement axées sur la stérilisation, les études reproductives et d'autres procédures médicales brutales. Les prisonniers sélectionnés pour ces expériences étaient en majorité des femmes, bien que des hommes aient également été utilisés. Les chambres du bloc 10 étaient bondées et les conditions difficiles. Il y avait peu d'accès à une alimentation adéquate, à l'hygiène ou aux soins médicaux. Les prisonniers étaient sous surveillance stricte et n'avaient aucune idée de ce que leur réservait l'avenir. Ils vivaient dans une peur constante de ce qui pourrait leur arriver le lendemain. L'un des principaux médecins au bloc 10 était le docteur Karl Klauberg. Il était obsédé par la recherche d'une méthode bon marché et efficace pour stériliser les femmes. Son objectif était de développer une méthode pouvant être appliquée à des millions de femmes juives pour les empêcher d'avoir des enfants. Les expériences de Klauberg consistaient à injecter des substances caustiques dans les organes reproducteurs des femmes. Ces substances devaient bloquer les trompes de Fallope, rendant impossible toute grossesse. Les injections étaient extrêmement douloureuses et provoquèrent souvent des dommages graves. De nombreuses femmes souffraient d'infections terribles, d'hémorragies internes et de douleurs insupportables. Certaines mouraient à la suite de ces expériences. Les survivantes étaient souvent stériles et souffraient de problèmes de santé à long terme. Un autre médecin travaillant au bloc 10 était le docteur Horst Schumann. Il était également impliqué dans un programme de stérilisation, mais se concentrait sur l'utilisation des radiations pour stériliser tant les hommes que les femmes. Schumann exposait les organes reproducteurs des prisonniers à des doses élevées de radiation. Le but de ces expériences était de trouver un moyen rapide et simple de stériliser de grands groupes de personnes sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Les méthodes de Schumann étaient cruelles et inhumaines. Les prisonniers souffraient énormément en raison de ces procédures, car les radiations provoquèrent souvent des effets secondaires graves tels que des brûlures, des ulcères et des infections sévères. Sans aucun doute, le médecin le plus infâme de tous au bloc 10 était le docteur Joseph Mengele, connu pour son intérêt pour les jumeaux. Les expériences de Mengele sur les jumeaux faisaient partie de sa tentative de découvrir les secrets de l'hérédité. Il croyait qu'en étudiant les jumeaux, il pourrait trouver des moyens d'augmenter la population aryenne. Les expériences qu'il réalisait étaient à la fois brutales et pseudo-scientifiques. Il injectait à l'un des jumeaux diverses substances, y compris des produits chimiques et des agents pathogènes, pour observer les effets sur les deux. Mengele réalisait également des transfusions sanguines entre jumeaux et les soumettait à des chirurgies inutiles, y compris l'extraction d'organes, sans anesthésie. Un aspect particulièrement cruel des expériences de Mengele était la manière dont il tuait les jumeaux une fois ses observations terminées. Il ordonnait souvent leur exécution par une injection létale pour pouvoir pratiquer des autopsies. Cela lui permettait de comparer les corps des jumeaux après leur mort et de rechercher des différences causées par les expériences. La fascination de Mengele pour la couleur des yeux l'a conduit à mener des expériences au cours desquelles il injectait des produits chimiques dans les yeux des prisonniers pour tenter de changer leur couleur en bleu. Ces expériences étaient non seulement douloureuses, mais provoquaient des dommages permanents et la cécité. Mengele participait également à des expériences de stérilisation, similaires à celles du docteur Karl Klauberg, bien qu'il abordât le sujet sous un autre angle. Il s'intéressait particulièrement à la recherche de moyens d'empêcher la reproduction des personnes que le régime nazi considérait comme indésirables, tels que les Juifs, les Roms et d'autres groupes. Mengele a également mené des expériences sur des femmes enceintes, les soumettant à des opérations cruelles qui entraînèrent souvent la mort de la mère et du bébé à naître. Son mépris total pour la vie humaine et sa disposition à infliger des souffrances inimaginables en ont fait l'une des figures les plus redoutées à Auschwitz. L'atmosphère dans le laboratoire de Mengele était imprégnée de terreur.
Il était connu pour son comportement imprévisible. Parfois, il se montrait charmant et aimable avec ses sujets de test, pour ensuite ordonner leur exécution. Les expériences de Mengele n'avaient aucune valeur scientifique et étaient menées sans aucune considération éthique. Ces actions étaient motivées par une idéologie perverse et le désir de faire avancer l'agenda nazi de pureté raciale. La souffrance qu'il a causée fut immense, et les survivants portaient des cicatrices tant physiques que psychologiques. Beaucoup de ceux qui ont survécu aux expériences de Mengele ont vécu avec ce traumatisme pour le reste de leur vie. Tous les médecins du bloc 10 tenaient des registres détaillés de leurs expériences. Ces registres contenaient des notes sur les procédures, les réactions des prisonniers et les résultats. Les prisonniers étaient complètement déshumanisés, souvent désignés uniquement par des numéros au lieu de noms. Les registres montrent que les expériences étaient menées avec une froide précision clinique, sans aucune considération pour la souffrance infligée. Bloc 11. La forteresse indomptable du désespoir et de la mort. À côté du bloc 10 se trouvait le bloc 11, également connu sous le nom de bloc de la mort. C'était un lieu de terreur où étaient pratiquées des tortures et des exécutions de prisonniers. Le bloc était entouré de fils barbelés électrifiés et surveillé par le personnel des SS. Il se composait de plusieurs pièces et cellules, chacune conçue pour différentes formes de torture. Une partie du bloc abritait la section politique du camp, responsable des interrogatoires et des punitions. Pendant les interrogatoires, les SS appliquaient diverses formes de torture pour obtenir des informations ou des aveux des prisonniers. Les méthodes les plus courantes incluaient les coups, où les prisonniers étaient fouettés ou frappés avec des objets lourds jusqu'à ce qu'ils saignent ou perdent connaissance. Certains prisonniers recevaient des décharges électriques ou se voyaient arracher les ongles. Le but de ces interrogatoires n'était pas seulement d'obtenir des informations, mais aussi de briser la volonté des prisonniers et d'inspirer la peur chez les autres. Le bloc 11 accueillait également des prisonniers en attente de leur procès ou de la sentence des SS. Ces prisonniers étaient retenus dans des cellules surpeuplées, parfois avec des dizaines de personnes dans un espace conçu pour seulement quelques-unes. L'air dans ces cellules était étouffant, imprégné de l'odeur de sueur, de sang et de peur. Les prisonniers n'avaient pas accès à des installations sanitaires adéquates et les cellules étaient infestées de rats et d'autres parasites. Les maladies étaient courantes et de nombreux prisonniers mouraient avant même d'être exécutés. En plus des punitions individuelles, le bloc 11 était également le lieu de punition collective. Lorsqu'un prisonnier tentait de s'échapper d'Auschwitz, les SS sélectionnaient un groupe de prisonniers de son baraquement pour les punir dans le bloc 11. Ces prisonniers étaient contraints de rester debout dans la cour pendant des heures, voire des jours, sans nourriture ni eau. Souvent, ils étaient battus ou forcés à accomplir des tâches physiques exténuantes jusqu'à s'effondrer. Les SS utilisaient ces punitions collectives pour dissuader les tentatives d'évasion et maintenir un contrôle strict sur le camp. Cependant, les formes de punition les plus terrifiantes se déroulaient dans le sous-sol du bloc 11. La plupart des cellules de cette zone étaient si petites qu'il y avait à peine assez de place pour s'asseoir ou se coucher. Les prisonniers étaient retenus dans ces cellules pendant des jours, voire des semaines, comme méthode de torture. En plus de l'espace réduit, les conditions générales dans ces cellules étaient horribles. Il y avait peu ou pas de ventilation, et les prisonniers recevaient très peu de nourriture ou d'eau, ce qui faisait que beaucoup mouraient de faim, de soif ou d'asphyxie. L'une des punitions les plus infâmes du bloc 11 était la cellule debout. Cette cellule ne faisait que quelques mètres carrés, à peine assez d'espace pour se tenir debout. Parfois, jusqu'à 4 prisonniers étaient obligés de rester debout dans cette cellule pendant des jours, sans possibilité de s'asseoir ou de s'allonger. Les cellules debout étaient conçues pour provoquer une gêne extrême et des douleurs. Les prisonniers envoyés dans ces cellules souffraient de crampes musculaires sévères et d'autres problèmes physiques avant de perdre connaissance. Il y avait aussi la chambre de la faim, où les prisonniers étaient retenus sans nourriture ni eau jusqu'à ce qu'ils meurent. Ces chambres étaient utilisées comme punition pour ceux que les SS considéraient coupables de crimes graves. C'était une mort lente et douloureuse, et de nombreux prisonniers craignaient davantage les chambres de la faim que toute autre punition dans le camp. Le bloc 11 était également un lieu d'exécution. Les prisonniers condamnés à mort par fusillade étaient emmenés au tristement célèbre Mur Noir. Situé dans la cour entre les blocs 10 et 11,
où ils étaient alignés et fusillés par un peloton d'exécution. Après l'exécution, les corps étaient incinérés pour effacer les preuves. Pour les prisonniers d'Auschwitz, le mur noir était un symbole de terreur. En résumé, le bloc 11 était un endroit où les SS exerçaient leur pouvoir et leur cruauté sans limite. Les horreurs qui se produisaient dans ce bloc étaient un rappel quotidien pour tous les prisonniers d'Auschwitz de la brutalité de la vie dans le camp. La peur d'être envoyé au bloc 11 était omniprésente et planait comme un nuage sombre au-dessus des prisonniers. Quiconque était envoyé au bloc 11 savait que les chances de sortir vivant de cet endroit de souffrance et de mort étaient minimes. Bloc 12. Le bloc de quarantaine de la solitude et de la peur. Ensuite venait le bloc 12, connu sous le nom de bloc de quarantaine. Ce bloc était utilisé pour isoler les nouveaux prisonniers à leur arrivée au camp, dans le but de prévenir la propagation des maladies à l'intérieur d'Auschwitz. Lorsque les prisonniers arrivaient, ils se trouvaient souvent dans un état de santé déplorable. Beaucoup avaient voyagé sur de longues distances dans des conditions de surpeuplement et d'insalubrité, étaient faibles, affamés et sujets à tomber malades. Les conditions dans le bloc de quarantaine étaient extrêmement dures. Le bloc était bondé et de nombreux prisonniers étaient entassés dans de petites pièces, avec peu de nourriture et sans soins médicaux appropriés. Le bloc était froid et offrait une protection insuffisante contre les intempéries. L'hygiène dans le bloc 12 était également épouvantable. Les prisonniers vivaient dans des conditions misérables. Il n'y avait pas assez de toilettes et l'approvisionnement en eau était limité. Ils n'étaient pas autorisés à se laver régulièrement et leurs vêtements n'étaient pas nettoyés. Cela entraînait la prolifération des poux et d'autres parasites. Ironiquement, bien que l'objectif du bloc fût de contrôler les maladies, les mauvaises conditions d'hygiène contribuaient à leur propagation. Dans le bloc 12, les SS réalisaient également des examens médicaux sur les nouveaux prisonniers pour déterminer s'ils étaient aptes à travailler. Ceux qui étaient trop faibles ou malades étaient condamnés à mort et envoyés aux chambres à gaz ou laissés à mourir de leur maladie dans ce même bloc. Les prisonniers du bloc 12 étaient soumis à une discipline stricte. Les gardes SS frappaient ou punissaient souvent les prisonniers pour la moindre infraction. Ils étaient obligés de rester debout pendant des heures lors des appels, même s'ils étaient malades ou faibles. Les SS utilisaient ces appels comme un autre moyen de contrôler et d'intimider les prisonniers. La durée du séjour dans le bloc 12 pouvait varier. Certains prisonniers n'y restaient que quelques jours, tandis que d'autres étaient maintenus en quarantaine pendant des semaines. Plus ils y restaient longtemps, plus ils avaient de chances de tomber malades. Pendant cette période, les prisonniers ne recevaient aucune information sur ce qui leur arriverait ensuite. Ils vivaient dans un état constant de peur, sans savoir s'ils seraient envoyés au travail, dans une autre partie du camp ou directement aux chambres à gaz. Cette incertitude et cet isolement faisaient partie des tortures psychologiques auxquelles les prisonniers étaient soumis. Ainsi, les SS utilisaient le bloc de quarantaine non seulement pour contrôler les maladies, mais aussi pour briser l'esprit des prisonniers. En réalité, le bloc 12 était un lieu de misère et de désespoir. C'est ici que les SS commençaient le processus de briser les corps et les âmes des prisonniers. Bien que le bloc fût censé protéger le camp contre les maladies, dans de nombreux cas, il ne servait que de salle d'attente où les prisonniers attendaient leur sort. En résumé, le bloc 12 était une introduction terrifiante aux horreurs d'Auschwitz. Bloc 24, une récompense pour les prisonniers qui travaillaient dur. Il peut sembler surprenant qu'à Auschwitz I, il y avait des bâtiments avec des objectifs particuliers qui offraient aux prisonniers quelque chose de plus que de la souffrance. L'un de ces bâtiments abritait une bibliothèque et une salle de musique. La bibliothèque se trouvait dans le bloc 24, mais ce n'était pas une bibliothèque typique. Elle contenait une petite collection de livres et seuls quelques prisonniers avaient le droit de l'utiliser. Les officiers des SS surveillaient de près la bibliothèque et décidaient quels livres étaient disponibles et qui pouvait les emprunter. Bien que la bibliothèque fût censée offrir un soulagement mental, elle était limitée et strictement contrôlée. La majorité des prisonniers n'y avaient pas accès et les rares qui y avaient accès ne pouvaient emprunter que les livres approuvés par les SS. À côté de la bibliothèque, il y avait une salle de musique qui était utilisée à diverses fins. Cette salle était occupée par l'orchestre du camp, composé de prisonniers qui, avant d'arriver à Auschwitz, étaient musiciens.
Ces musiciens étaient obligés de jouer pendant les appels ou lors d'événements organisés par les officiers des SS. La salle de musique offrait un contraste étrange avec la souffrance du camp, car c'était un lieu où l'on jouait de la musique au milieu de l'horreur. À l'automne 1943, un bordel fut installé au deuxième étage du bloc 24. Ce bordel, connu sous le nom de « le Puff », était réservé aux prisonniers que les SS considéraient comme privilégiés. Ces prisonniers étaient récompensés par des bons pour leur dur labeur et pouvaient les utiliser pour visiter le bordel. L'endroit fonctionnait sous des règles strictes. Après l'appel du soir, les prisonniers munis de bons pouvaient visiter le bordel. Toutes les 15 minutes, une cloche sonnait pour marquer la fin d'une visite et le début de la suivante. Les portes des chambres étaient équipées de judas par lesquels les gardes des SS surveillaient ce qui se passait à l'intérieur. Il est essentiel de mentionner que les femmes dans le bordel étaient également des prisonnières, forcées par les SS à jouer ce rôle. Elles étaient utilisées comme des outils pour récompenser les prisonniers qui avaient travaillé dur. L'existence d'une bibliothèque, d'une salle de musique et d'un bordel à Auschwitz souligne la nature étrange et perverse de la vie dans le camp. Ces installations servaient les officiers des SS et récompensaient certains prisonniers, mais elles représentaient aussi la manipulation et le contrôle que les nazis exerçaient sur la population du camp. Bien que ces bâtiments offraient à certains prisonniers une brève pause ou une récompense, ils étaient en même temps des lieux où la souffrance des prisonniers continuait d'une autre manière. Auschwitz de Birkenau, l'épicentre de l'annihilation et de la souffrance. La plus grande partie du complexe appartenait au camp Auschwitz II, également connu sous le nom de Birkenau, véritable usine de la mort où les prisonniers étaient tués à une échelle industrielle. Le camp était divisé en plusieurs secteurs, incluant des zones pour les hommes, les femmes et les familles. Chaque secteur était isolé par des barbelés et des portes fermées, empêchant les prisonniers de se mélanger entre eux. Les baraquements où étaient logés les prisonniers offraient des conditions de vie terribles, avec une pénurie de nourriture et sans installations sanitaires adéquates. Le centre des activités du camp était constitué par les 4 chambres à gaz, où des centaines de milliers de personnes, pour la plupart des Juifs, furent assassinés. Birkenau fut le principal lieu où les nazis mirent en œuvre leur solution finale. Le secteur B1 fut l'un des premiers secteurs construits dans le camp. À l'origine, il était utilisé comme zone de quarantaine pour le camp d'Auschwitz de Birkenau. Lorsque les prisonniers arrivaient au camp, ils étaient souvent faibles et malades en raison des longs et pénibles voyages. Le secteur B était l'endroit où ces nouveaux arrivants étaient séparés du reste du camp. Tout comme à Auschwitz I, ce secteur avait pour but de prévenir la propagation des maladies. Les conditions dans ce secteur étaient extrêmement dures. Les prisonniers étaient entassés dans des baraquements en bois, initialement conçus comme des écuries pour chevaux. Ces baraquements étaient mal ventilés, et les prisonniers avaient à peine accès à la nourriture, à l'eau ou aux installations sanitaires. Au fil du temps, la fonction du secteur B1 évolua. À mesure que le camp grandissait, ce secteur devint un lieu pour héberger des prisonniers considérés aptes à travailler. Ces prisonniers étaient sélectionnés lors des infâmes sélections effectuées à leur arrivée à Birkenau. Le BIA devint un camp de femmes, tandis que le BIB hébergeait des prisonniers masculins aptes à travailler. Par la suite, les hommes furent transférés du BIB et les baraquements vides furent remplis de prisonnières. Les conditions de vie à Birkenau étaient insupportables. Les femmes étaient entassées dans des baraquements en briques ou en bois, initialement construits comme des écuries pour chevaux. Ces baraquements n'avaient pas de toit, et lorsqu'il pleuvait, les sols se transformaient en boue. En été, la chaleur était étouffante, et l'odeur était insupportable. En hiver, les femmes souffraient du froid et de l'humidité. Les baraquements n'avaient pas de lumière. Et la nuit, il n'y avait que 2 seaux utilisés comme latrines. Les puces, poux et rats étaient une nuisance constante. Les rats attaquaient même les prisonniers les plus faibles et malades, se nourrissant des cadavres. Les conditions d'hygiène étaient catastrophiques, facilitant la propagation rapide de maladies comme le typhus et le typhus exanthématique. Presque toutes les femmes souffraient de diarrhée sévère, ce qui les affaiblissait et entraînait souvent la mort. Les cadavres jonchaient les lieux. Une épidémie de typhus au début de 1943 tua la moitié des prisonniers de ce secteur. Pour occuper les prisonniers et les rendre productifs, diverses tâches leur étaient assignées dans le secteur B1. Les prisonniers du B1
travaillaient à l'intérieur du camp, restaient inactifs ou étaient maintenus en quarantaine. En revanche, les prisonniers du BIB travaillaient à l'extérieur du camp. Certains travaillaient dans l'administration ou dans des bureaux, tandis que d'autres étaient affectés au bureau de tri des colis ou à l'atelier de couture. Le travail était physiquement épuisant et exténuant, supervisé par des gardes SS connus pour leur extrême cruauté. Ils frappèrent souvent et punissaient les prisonniers incapables de terminer les tâches impossibles qui leur étaient imposées. Le travail constant dans des conditions brutales, combiné aux conditions de vie déplorables, entraînait un taux de mortalité élevé parmi les prisonniers du secteur BI. Le secteur BI était également un lieu de mort et de torture. Le médecin Horst Schumann réalisa des expériences de stérilisation dans le bloc 30. En juillet 1944, le médecin Joseph Mengele établit 2 blocs dans le secteur BIA pour ses expériences biologiques héréditaires. Les enfants jumeaux et leur mère étaient logés dans le bloc 22. Les jeunes jumeaux âgés de 2 à 16 ans étaient placés dans le bloc 1. Il va sans dire que peu de prisonniers sortirent vivants de ces blocs. Au fil du temps, le secteur BI devint l'une des parties les plus surpeuplées d'Auschwitz II. Cela força le commandement du camp à réduire le nombre de prisonniers en sélectionnant pour l'extermination ceux qui tombaient malades ou devenaient trop faibles pour travailler. Ces prisonniers étaient transportés du secteur BIMAR aux chambres à gaz où ils étaient tués. Chaque jour, les prisonniers vivaient dans la crainte constante de tomber malades ou de s'affaiblir à cause du travail pénible, ce qui équivalait à une mort certaine. Le secteur le plus grand du camp d'Auschwitz, de Birkenau, était le secteur B2. Son entrée était la zone de réception et de sélection. C'est ici que tous les nouveaux prisonniers arrivaient pour être traités. La zone se trouvait près des voies ferrées, où les trains de déportation s'arrêtaient avec les prisonniers. À leur arrivée, on ordonnait aux prisonniers de descendre des wagons, souvent après un long et épuisant voyage, pour se soumettre au processus de sélection. Les gardes SS, qui supervisaient l'arrivée des prisonniers, criaient des ordres et utilisaient la violence pour maintenir le contrôle. La sélection était une partie centrale de la fonction du camp en tant que centre d'extermination. Dès que les prisonniers descendèrent des trains, ils étaient divisés en 2 files. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Cette séparation constituait la première étape du processus de sélection et marquait souvent la dernière fois que les familles se voyaient. L'atmosphère était chaotique et empreinte de peur, car les prisonniers ne savaient pas ce qui se passait. Les sélections étaient effectuées par des officiers SS, accompagnés de personnel médical. Le processus de sélection se faisait rapidement et avec une efficacité impitoyable. Le personnel SS prenait des décisions rapides sur l'état physique et l'âge de chaque prisonnier. D'un simple geste ou d'un mot, ils envoyaient les prisonniers à gauche ou à droite. Ceux qui étaient envoyés d'un côté, généralement les personnes âgées, malades, les enfants, les femmes enceintes et les mères avec de jeunes enfants, étaient considérés comme inaptes au travail. On leur disait souvent qu'ils allaient aux douches pour les maintenir calmes, mais en réalité, ils étaient conduits directement aux chambres à gaz. Beaucoup de ces prisonniers étaient tués quelques heures à peine après leur arrivée. Le camp familial des Roms, marqué par la tragédie et la résistance. Le premier groupe de prisonniers roms est arrivé dans le secteur BIE en février 1943. Ils furent logés dans de longues baraques en bois, avec des cheminées à chaque extrémité. À l'intérieur, les baraques étaient équipées de lits superposés à 3 étages, et chaque lit abritait une famille rom. Ces baraques étaient parmi les endroits les plus surpeuplés de tout le camp. En raison de conditions extrêmement insalubres, le camp familial des Roms devint un foyer de maladies, avec le typhus et le noma, une maladie rare provoquant des défigurations sévères au visage, notamment chez les enfants et les personnes âgées, étant les plus répandues. De nombreux Roms virent leurs proches mourir les uns après les autres. Une femme Rom qui survécut à la captivité raconta comment ses enfants, réduits à la peau et aux os, moururent sous ses yeux, sans qu'elle ne puisse rien faire pour les sauver. Elle perdit également son père, son mari, ses frères et d'autres membres de sa famille dans le camp. La souffrance émotionnelle et physique des Roms fut immense, et très peu survécurent à ce martyre. Les Roms à Birkenau furent amenés au camp depuis plusieurs régions, principalement d'Allemagne et d'Autriche. Ils s'organisèrent selon leurs propres traditions, en clans et en familles.
Les autorités du camp tentèrent d'imposer le même ordre que dans le reste du camp, mais elles échouèrent. Malgré leur présence dans un camp d'extermination, la faim, les maladies et des conditions de vie misérables, les Roms étaient déterminés à vivre selon leurs propres coutumes. Ils tentèrent de maintenir leur culture vivante en jouant de la musique et en organisant des spectacles de cirque. Cependant, même leur grande joie de vivre ne put les sauver de leur sombre destin. En mars 1943, environ 1700 Roms, trop malades pour être enregistrés, furent tués dans les chambres à gaz. En mai de la même année, 1035 autres Roms, en majorité malades du typhus, furent gazés. Un an plus tard, en mai 1944, la SS prévoyait de tuer les 6000 Roms restants dans le camp. Le 16 mai, ils entourèrent le camp pour emmener les prisonniers aux chambres à gaz, mais furent confrontés à des Roms armés de couteaux, de tuyaux en fer et d'autres armes improvisées. Étonnamment, la SS se retira et le massacre fut reporté. C'était inhabituel car la SS réprimait normalement toute résistance avec brutalité. Mais cette fois, ils hésitèrent, peut-être en raison de l'incertitude sur le sort des prisonniers roms. Plus tard, ce même mois, 1500 Roms furent sélectionnés pour le travail forcé et transférés hors du camp. En août 1944, un autre groupe de taille similaire fut envoyé au travail et la majorité des hommes, femmes et enfants restants furent gazés. À ce moment-là, le camp familial des Roms à Birkenau était presque vide. On estime qu'au total, 6432 Roms furent tués à Auschwitz, soit par gazage, soit par d'autres méthodes. Beaucoup d'autres moururent à cause des conditions horribles dans le camp. Le terrible destin des Roms à Birkenau fit d'eux, après les Juifs, le deuxième groupe de victimes le plus nombreux à avoir subi les pires horreurs du camp. Ils vécurent également certains des épisodes les plus cruels de l'Holocauste, mais leur souffrance fut largement ignorée et leurs histoires restèrent souvent non racontées. Les chambres à gaz, le cœur mécanisé du meurtre de masse. Dans tout le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, les prisonniers étaient logés dans différents secteurs, partageant tous un point commun, des conditions de vie inhumaines. Un autre aspect que tous les prisonniers partageaient était leur destination finale, les chambres à gaz. Les premières chambres à gaz à Birkenau étaient de petites maisons de campagne que les SS avaient converties en centres d'extermination. Celles-ci étaient connues sous les noms de Petites Maisons Rouges et Petites Maisons Blanches. Ces bâtiments avaient été choisis en raison de leur emplacement éloigné, loin du camp principal, afin de garder les meurtres secrets. Les prisonniers étaient conduits dans ces maisons. On leur disait qu'ils allèrent prendre une douche, puis ils étaient gazés. Le gaz utilisé s'appelait Zyklon B, un poison initialement employé pour exterminer les parasites. C'était un moyen très efficace de tuer un grand nombre de personnes, car le gaz se répandait rapidement, tuant tout le monde à l'intérieur en quelques minutes. Cependant, à mesure que le nombre de prisonniers transportés à Birkenau augmentait, les nazis se rendirent compte qu'ils avaient besoin de chambres à gaz plus grandes. Ils commencèrent alors à construire 4 grandes chambres à gaz et crématoires dans le camp, conçues pour tuer des milliers de personnes à la fois. Chaque chambre à gaz était reliée à un crématoire où les corps étaient incinérés. Les nouvelles chambres à gaz étaient construites pour ressembler à des salles de douche afin de tromper les victimes. Les prisonniers étaient conduits aux chambres à gaz et on leur ordonnait de se déshabiller et de suspendre leurs vêtements à des crochets. On leur disait souvent de se souvenir de l'endroit où ils avaient laissé leurs affaires, car ils en auraient besoin après la douche, un mensonge destiné à les calmer et à éviter la panique. Une fois les prisonniers à l'intérieur, les portes étaient fermées et des pastilles de Zyklon B étaient jetées à travers des ouvertures spéciales au plafond. Le gaz se répandait dans la chambre et en une vingtaine de minutes, tout le monde était mort. Bien que les murs soient épais pour étouffer les sons, il arrivait parfois que les cris des victimes soient entendus de l'extérieur. Après le gazage, des groupes spéciaux de prisonniers, appelés les Sonderkommando, étaient contraints d'entrer dans les chambres pour retirer les corps. Ils devaient traîner les cadavres, leur arracher les dents en or, couper les cheveux des femmes, puis transporter les corps au four crématoire pour les incinérer. Les chambres à gaz de Birkenau fonctionnèrent presque sans interruption de 1942 à 1944. Les nazis cherchaient à rendre le processus plus efficace, tuant davantage de personnes en moins de temps.
À la fin de 1944, alors que les troupes soviétiques s'approchaient du camp, les nazis tentèrent de dissimuler leurs crimes en démantelant les chambres à gaz et les crématoires pour détruire les preuves de leurs actes. Cependant, l'ampleur des meurtres était si vaste qu'ils ne purent tout cacher. La conception des chambres à gaz était d'une brutalité impitoyable dans son efficacité. Tout était planifié pour rendre le processus de meurtre aussi rapide et discret que possible. Les prisonniers n'avaient aucune chance de résister, et ceux qui étaient forcés de travailler dans ce processus, comme les Sonderkommando, savaient qu'ils seraient eux aussi tués un jour. Tout le système était conçu pour déshumaniser et exterminer les gens à une échelle industrielle, faisant de Birkenau une véritable usine de la mort. Après que les prisonniers avaient été gazés, les Sonderkommando transportèrent les corps au crématoire. Ces prisonniers étaient sélectionnés par les gardes SS en fonction de leur apparence physique et de leur capacité à soulever de lourdes charges. Il est important de noter qu'ils étaient contraints d'effectuer ce travail sous la menace de mort. Ils savaient que leur vie ne durerait que tant qu'ils seraient utiles aux nazis et qu'ils seraient éventuellement tués et remplacés par d'autres prisonniers. Cependant, il arrivait que les crématoires ne puissent pas traiter la quantité de corps. Dans ces cas, les nazis brûlaient les corps dans de grandes fosses à l'air libre. Ces fosses étaient creusées dans le sol et les corps y étaient jetés pour être ensuite incendiés. Durant les journées de plus forte activité, les bûchers brûlaient jour et nuit, et l'odeur de chair brûlée imprégnait l'air autour de Birkenau. La fumée dense des fosses pouvait être vue de loin. Après la crémation, les cendres étaient jetées dans des étangs à proximité ou dispersées dans les champs autour du camp. Tout le processus d'élimination des corps était réalisé exclusivement par les Sonderkommando. Étant donné le secret extrême que les nazis maintenaient autour du processus d'extermination, les Sonderkommando étaient parmi les rares à connaître l'ampleur des atrocités de l'Holocauste. Bien qu'ils fussent sous la stricte surveillance des gardes SS, certains membres des Sonderkommando parvinrent à documenter ce qu'ils voyaient. Ces récits étaient souvent écrits sur des morceaux de papier ou dans des carnets, puis enterrés dans le sol du camp, dans l'espoir qu'ils soient découverts plus tard. En effet, les écrits des membres des Sonderkommando Zalman Gradowski et Leib Langfuss furent découverts par la suite, fournissant des témoignages précieux de première main sur les meurtres de masse dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. De plus, les Sonderkommando furent responsables du soulèvement de l'automne 1944 dans le camp. La rébellion fut secrètement planifiée pendant plusieurs mois. Les prisonniers réussirent à introduire de petites quantités d'explosifs dans le camp avec l'aide de femmes travaillant dans des usines de munitions à proximité. Le 7 octobre 1944, les Sonderkommando du crématorium 4 déclenchèrent la rébellion. Ils utilisèrent les explosifs passés en contrebande pour faire sauter le crématorium et, armés d'armes improvisées, attaquèrent les gardes SS. Bien qu'ils fussent largement inférieurs en nombre et mal armés, ils parvinrent à tuer plusieurs gardes dans le chaos initial. Malgré leur courage, la rébellion fut rapidement réprimée par les nazis. Les gardes SS appelèrent des renforts et les prisonniers rebelles furent dépassés en nombre et en armement. La plupart des rebelles furent tués dans la lutte. Après la révolte, environ 450 membres des Sonderkommando furent exécutés par les nazis. Le crématorium détruit lors de la rébellion ne fut jamais réparé, ce qui représenta une petite mais symbolique victoire pour arrêter la machine de mort. Secteur B3, le Mexique de Birkenau, un lieu de désespoir et de survie. Le nombre de prisonniers envoyés au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau augmenta si rapidement que les nazis n'avaient non seulement pas assez de temps pour tous les tuer, mais ils ne pouvaient pas non plus fournir suffisamment de baraquements pour les loger. Pour cette raison, à l'été 1943, les autorités du camp commencèrent la construction d'un troisième secteur, connu sous le nom de secteur B3. Ce secteur était destiné à héberger 60 000 prisonniers dans 188 baraquements, ce qui représentait une tâche gigantesque, même avec la disponibilité illimitée de travailleurs forcés. Cependant, en janvier 1944, seulement 32 baraquements étaient terminés, et 35 autres étaient à moitié construits lorsque, soudainement, les travaux furent arrêtés. En mai de cette année, le camp reçut un contingent de milliers de prisonnières juives venant de Hongrie. Le manque de logements adéquats mena à une surpopulation extrême dans le camp. Dans des baraquements conçus pour à peine 300 personnes, plus de 1000 prisonniers étaient entassés.
La plupart d'entre eux dormaient sur un sol en béton nu, sans lit ni paille. Ces conditions provoquaient des bagarres fréquentes entre les prisonniers pour savoir qui pouvait s'allonger et qui devait passer la nuit debout. Les conditions de vie dans le secteur Bihitois étaient les pires de tout le complexe d'Auschwitz. Les besoins les plus élémentaires manquaient. Il n'y avait ni cuisine, ni toilette, ni latrine pour les prisonniers. Les détenus n'avaient pas reçu de vêtements de prisonniers ni de couverture du camp. Alors ils se voyaient distribuer des couvertures de fortune faites des affaires confisquées aux déportés. En raison de l'apparence des prisonniers enveloppés dans ces couvertures, rappelant les peuples indigènes du Mexique, le secteur reçut le surnom de Mexique. L'absence d'installation de base rendait presque impossible de maintenir l'hygiène dans le secteur bidois. Le manque de toilettes et de latrines entraînait des conditions sanitaires déplorables, facilitant la propagation des maladies parmi les prisonniers. Tout le secteur Mexique ne recevait qu'un seul baril d'eau par jour, insuffisant pour couvrir les besoins des milliers de femmes détenues. Parfois, les prisonnières devaient laver leurs vêtements dans des flaques d'eau lorsqu'elles avaient la chance qu'il pleuve. Le plus grand problème restait cependant la pénurie de nourriture, car les rations étaient insuffisantes et de très mauvaise qualité. Cela provoquait une faim désespérée parmi les prisonniers, qui se battèrent souvent pour une portion de soupe, car il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Un médecin du camp décrivait les moments catastrophiques qui suivaient l'arrivée de la nourriture dans les baraquements. « J'étais toujours plus occupé après que les rations de nourriture étaient distribuées. Je devais bander des têtes ensanglantées, soigner des côtes cassées et nettoyer des blessures. Je travaillais sans relâche, bien que je sache que cela était inutile, car le lendemain tout recommencerait, probablement avec les mêmes patients. » La combinaison d'une alimentation insuffisante et de conditions de vie difficiles rendait presque impossible pour les prisonniers de rester en bonne santé. Beaucoup étaient si faibles qu'ils ne pouvaient même plus se tenir debout. Les autres prisonniers les appelaient des « Muselmänner », musulmans, un terme péjoratif désignant ceux qui étaient si affaiblis qu'ils n'avaient plus la force de lutter pour leur vie. Tout le complexe d'Auschwitz-Birkenau comptait des milliers de ces morts vivants, mais le secteur Mexique en était rempli. Un survivant du camp décrivait ainsi les Muselmänner, un sac de peau et d'os, une personne si émaciée qu'elle pouvait à peine bouger, sans volonté ni force, une personne dont le nez coule sur la bouche et le menton, sale, habillée de haillons et souvent infestée de poux, souffrant de diarrhée sévère, ce qui laissait ses sous-vêtements constamment souillés. Une personne aux yeux enfoncés ou exorbités, une véritable image de misère, de faiblesse, de désespoir et de terreur. Le secteur Bitou fut finalement fermé en octobre 1944 et les prisonniers restants furent déportés par train vers le camp de concentration de Gross-Rosen. La fermeture du secteur B3 marqua la fin de l'une des conditions de vie les plus extrêmes de Birkenau. Malheureusement, la souffrance continua pour de nombreux prisonniers dans d'autres camps. Auschwitz III Monowitz. Le camp de travail force brutale et la souffrance en plus des camps principaux d'Auschwitz et de Birkenau. Le complexe comprenait plusieurs camps satellites, administrés par le même centre. Ces camps satellites, principalement appelés camps de travail, servant principalement à fournir de la main-d'œuvre gratuite aux usines environnantes et à soutenir l'industrie de guerre allemande. La plupart de ces camps accueillant entre 200 et 1500 prisonniers, à l'exception de Monowitz, le plus grand camp satellite d'Auschwitz, avec plus de 10 000 prisonniers. En raison de sa taille et de son importance, il était connu sous le nom d'Auschwitz III. Monowitz fut construite en octobre 1942 pour soutenir l'usine voisine d'Ig-Farben, qui produisait du caoutchouc synthétique, connu sous le nom de Buna. Le camp et l'usine se trouvaient près du village de Monowitz, à environ 6 km d'Auschwitz, entouré de ressources naturelles telles que le charbon, le chaux, le sel et l'eau, ce qui rendait l'endroit idéal pour la production de matériaux synthétiques. Avant la construction du camp, les prisonniers qui travaillaient à l'usine devaient marcher depuis Auschwitz jusqu'à leur lieu de travail. Bien que l'usine émettait officiellement des chèques de paie aux travailleurs, les prisonniers ne recevaient pas un centime de cet argent, car tous les salaires étaient versés directement aux SS. Bien que les conditions à Monowitz fussent légèrement meilleures que dans d'autres parties d'Auschwitz,
la vie dans le camp restait brutale. Les prisonniers étaient régulièrement battus et exécutés s'ils ne pouvaient plus travailler. Ceux qui tombaient gravement malades étaient renvoyés dans les camps principaux pour être tués. L'espérance de vie moyenne d'un travailleur à Monowitz n'était que de 3 ou 4 mois, un peu plus que dans les mines voisines, où ils ne survivaient qu'un mois. Pour augmenter la productivité, les esmirants ont placé un camp de rééducation, au travail dans le but de faire travailler les prisonniers plus efficacement. Cependant, ces mesures n'améliorèrent guère la productivité, car les prisonniers étaient sous-alimentés et épuisés. Même avec l'utilisation de travail force, l'usine ne parvint pas à répondre aux attentes de production. Monowitz continua de fonctionner jusqu'aux dernières phases de la guerre. En novembre 1943, il devint la 3e plus grande usine de caoutchouc synthétique et de carburant dans l'Allemagne nazie. Monowitz recrute une structure de commandement propre, séparée du camp principal. Le nouveau commandant, un officier SS, supervisait un personnel qui contrôlait les 11 000 prisonniers vivant dans 60 baraquements. De plus, le camp contrôlait 9 autres camps satellites plus petits. En raison de son importance pour la machine de guerre nazie, l'usine d'Igfaben à Monowitz devint la cible des bombardements alliés à partir de mai 1943. Ces attaques augmenteront en fréquence avec le temps. De grands raids aériens en août et décembre 1944 causèrent de graves dommages à l'usine, mais provoquèrent également la mort d'environ 120 prisonniers. Malgré ces attaques, le camp continua de fonctionner jusqu'au 18 janvier 1945, lorsque les prisonniers capables de marcher furent forcés de se rendre à Gliwice. De là, ils furent transportés en train vers l'Allemagne. Ceux qui étaient trop malades pour bouger furent abandonnés et finalement libérés par les troupes alliées. Lorsque les nazis prirent le pouvoir en 1933, le monde n'était pas encore pleinement conscient du mal qui se profilait. Selon Adolf Hitler, l'Allemagne retrouvait sa fierté et son ancienne grandeur. Il affirmait qu'une nouvelle ère s'annonçait, une ère où l'Allemagne se transformerait en une société d'hommes et de femmes supérieures. Cependant, dans cette nouvelle société parfaite, il n'y avait pas de place pour tout le monde, en particulier pour ceux considérés comme inférieurs à la race aryenne. Il n'y avait pas de place pour les Slaves, les Tziganes et surtout pour les Juifs. Pendant des siècles, les Juifs en Europe avaient fait face à la discrimination, aux préjugés et à la violence. Au XXe siècle, cette hostilité prit des formes politiques, avec l'idée que les Juifs représentaient une menace pour la société. Cependant, ce fut sous les nazis que ces idées furent pour la première fois mises en œuvre comme politique officielle. Dans Mein Kampf, le manifeste nazi, Adolf Hitler accusait les Juifs de nombreux problèmes en Allemagne. Il les tenait pour responsables de la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, des difficultés économiques et de l'expansion du communisme. Pour lui et ses partisans, les Juifs représentaient une race dangereuse qu'il fallait éliminer de la société. Les nazis appelèrent cela la question juive et la considéraient comme un problème à résoudre. Dès 1933, les Juifs d'Allemagne commencèrent à ressentir qu'ils n'étaient plus les bienvenus dans un pays où ils vivaient depuis des générations. Les lois de Nuremberg de 1935 concrétisèrent leurs craintes, les privant de leur citoyenneté et les réduisant à l'état de sujets sans droit complet. Mais ce n'était que le début. À mesure que la machine de guerre nazie progressait en Europe, des plans furent élaborés pour expulser tous les Juifs du continent. Au début, les nazis envisagèrent l'idée d'envoyer les Juifs à Madagascar, en Afrique. Heinrich Himmler, chef des SS, avait des projets de division de la Pologne en deux. Les Allemands vivraient à l'ouest, tandis que les Juifs seraient repoussés dans des ghettos surpeuplés dans les villes. Avec l'avancement de la guerre, les nazis commencèrent à appliquer des méthodes plus brutales, rassemblant les Juifs pour les assassiner en masse. Cependant, les fusillades s'avérèrent psychologiquement éprouvantes pour les soldats, qui devenaient nerveux et traumatisés. Ainsi, en septembre 1941, les nazis commencèrent à chercher un moyen plus efficace de tuer un grand nombre de personnes. L'un des moments clés dans la solution de la question juive fut la conférence de Wannsee, qui se tint le 20 janvier 1942 près de Berlin. Lors de cette réunion,
des hauts fonctionnaires nazis discutèrent de la solution finale, le plan pour exterminer tous les Juifs. Ils décidèrent qu'ils ne seraient plus envoyés vers l'Est, mais tués. La conférence établit les critères pour déterminer qui était juif et développa les méthodes les plus efficaces pour mener à bien les meurtres de masse. Le résultat fut la transformation des camps de concentration en camps d'extermination. Les Juifs de toute l'Europe furent transportés dans des trains bondés vers des camps comme Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek et, probablement, le plus horrible de tous les camps d'extermination, Auschwitz.